Chaque jour, un geste incroyablement banal est répété des dizaines de millions de fois à travers le monde. Ouais, et on n'y fait même plus attention en fait. Exactement, on s'approche d'un comptoir, on a son café à la main, on sort un petit rectangle en plastique de son portefeuille ou même juste son téléphone portable, on le pose sur un terminal et là, un simple petit bip retentit. Le fameux bip de la victoire, oui. C'est ça. Le café est payé, la transaction est terminée en une fraction de seconde, c'est fluide, c'est devenu instinctif, presque magique pour la plupart des gens. C'est clair. Mais la réalité, c'est que derrière cette apparente simplicité, derrière ce petit son si familier, il se cache un balai technologique et sécuritaire d'une complexité absolument monumentale. Absolument monumental, ouais. Et c'est un balai qu'on prend totalement pour acquis du coup. On a tendance à oublier que la monnaie d'aujourd'hui, l'argent qui fait tourner notre économie au quotidien, c'est pratiquement plus une question de papier imprimé ou de pièces de métal. Non, ça c'est sûr. C'est devenu une question de flux de données invisibles, de cryptographie de haut vol, et fondamentalement une question de confiance absolue dans une infrastructure que personne ne voit jamais. Et c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. On va regarder sous le capot de nos comptes en banque. Récemment, je me suis plongé dans des documents académiques vraiment fascinants. Ah oui, les fameux syllabus? Ouais, plus précisément, les modules de cours du docteur Junot Serge de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Et très franchement, la façon dont ces textes décodent l'architecture invisible de la monétique, c'est-à-dire l'univers des transactions électroniques et de l'e-banking, ça a complètement changé ma perception de ce qui se passe quand je sors ma carte bleue. C'est vrai que ces cours sont d'une clarté redoutable. Totalement. C'est une exploration parfaite pour les esprits curieux de notre audience qui veulent comprendre les mécanismes silencieux de notre quotidien. Et le but, c'est de faire ça sans se noyer dans un jargon d'ingénieur. Bon, décortiquons tout ça, parce que cette transformation de l'argent, elle s'est pas faite en un jour. Par où commence cette folle évolution matérielle, à l'origine? Pour vraiment comprendre l'exploit que représente un paiement invisible aujourd'hui, il faut d'abord regarder ce qu'il y a dans nos poches. Il faut comprendre comment le support physique a évolué. Le cours du Dr Junot Serge propose une chronologie très révélatrice. Ok, je suis prêt. Ça commence quand, du coup? L'idée de payer sans argent liquide commence de manière étonnamment modeste, bien avant l'ère informatique. Entre les années 1910 et 1940, on trouve de simples cartes de fidélité. Et quand je dis cartes, ce sont littéralement des bouts de carton. Ah bon, des vrais bouts de carton? Oui, des cartons distribués par certains commerçants ou des hôtels à leurs clients les plus fidèles pour noter leurs dépenses, tout simplement. C'est quand même incroyable de se dire que l'ancêtre de notre carte biométrique ultra sécurisée actuelle, c'est un vulgaire bout de carton tamponné par un épicier. C'est fou, hein? Mais le véritable tournant conceptuel arrive un peu plus tard, dans les années 50 et 60, avec l'invention des premières véritables cartes bancaires. Ça démocratise le concept de crédit. Mais technologiquement parlant, la première grande révolution, c'est l'arrivée de la fameuse bande magnétique dans les années 70. Ah oui, la fameuse bande noire au dos de la carte, celle qu'on devait parfois frotter sur son jean quand le terminal refusait de la lire, quoi. Exactement, cette bande-là. Mais techniquement, comment ça fonctionne, cette bande magnétique? C'est assez rudimentaire en fait. Cette piste contient 3 lignes de données distinctes sur lesquelles sont encodées des informations magnétiques. C'est un peu le même principe qu'une cassette vidéo ou une vieille cassette audio. Ok, je vois bien l'idée. Produire une carte à piste magnétique, ça coûte presque rien, ce qui a permis aux banques d'inonder le marché mondial et de créer une adoption massive. Ouais, logique. Mais le cours de l'UVCI souligne très clairement son talon d'Achille. La sécurité y est tout simplement dérisoire. Laissez-moi deviner pourquoi. C'est parce que les données sur cette bande sont totalement statiques, non? C'est exactement ça. Ouais, si je reprends mon analogie de la vieille cassette audio, n'importe qui possédant un lecteur enregistreur un peu basique peut appuyer sur le bouton copier et dupliquer la musique exactement à l'identique. Donc, avec une piste magnétique, j'imagine qu'un fraudeur peut copier les données bancaires avec un simple appareil et créer un clone parfait de la carte. Si en plein dans le mille, c'est ce qu'on appelle le skimming dans le jargon. La donnée ne change jamais. Si quelqu'un la lit une seule fois, il possède votre carte, point final. Ah ouais, c'est terrifiant quand on y pense. Et c'est pour répondre à cette vulnérabilité béante que l'invention de la carte à puce dans les années 80 a complètement changé la donne. On est passé d'une simple technologie d'enregistrement magnétique à une technologie de circuit intégré. Et c'est là que j'ai eu un vrai déclic en lisant les textes académiques. On appelle ça une carte à puce, et visuellement, ça a l'air d'un simple petit carré doré inerte. Ouais, un petit carré de métal. Voilà. Mais en réalité, ce n'est pas du tout juste une clé ou un mot de passe figé qui est stocké là-dedans. C'est bien plus actif que ça, n'est-ce pas, Evelyne? Totalement actif, oui.
Sous ces petits contacts dorés que l'on voit en surface, il se cache un véritable circuit électronique miniaturisé. Un ordinateur, carrément. Absolument. Il faut imaginer une puce de silicium contenant des milliers de composants. Le texte du docteur Serge Junot fait d'ailleurs une remarque très frappante à ce sujet. C'est l'un des produits électroniques complexes les plus largement diffusés dans le monde entier. Ouais, c'est vrai qu'on en a tous plusieurs dans notre portefeuille. C'est ça. Il n'y a pratiquement aucun autre micro-ordinateur autonome produit à des milliards d'exemplaires et glissé dans la poche de tout le monde. Un vrai micro-ordinateur de poche. Mais alors, pour filer la métaphore, si la bande magnétique c'était une cassette audio piratable, la puce, elle fonctionne comment concrètement? Eh bien, son rôle est de calculer. Ok, donc on pourrait dire que c'est un coffre-fort de haute sécurité, mais un coffre-fort un peu spécial qui générait un tout nouveau code complexe à chaque fois qu'on essaie de l'ouvrir. C'est ce qu'on appelle l'authentification dynamique. C'est bien ça? C'est une superbe analogie. Oui, l'authentification dynamique. Le terminal envoie un genre de problème mathématique à la puce, et la puce calcule la réponse en utilisant une clé secrète qu'elle ne révèle jamais à l'extérieur. C'est le mécanisme parfait. En fait, même si un fraudeur arrive à intercepter la communication entre votre carte et la machine à l'instant T, cette information ne lui servira absolument à rien pour une transaction future. Ah, parce que le problème mathématique change à chaque fois. Exactement. Le calcul mathématique sera différent la prochaine fois. Donc l'ancienne réponse est inutile. Et l'évolution ne s'arrête pas là, bien sûr, puisque les années 2020 voient l'émergence des cartes biométriques. Celles avec l'empreinte digitale? Oui. Elles intègrent des lecteurs d'empreintes directement sur le plastique pour valider l'identité de l'utilisateur sans même avoir besoin de composer un code PIN. C'est vraiment fascinant. Mais alors, une question très pratique me vient à l'esprit en lisant tout ça. Je vous écoute. Si cette puce intelligente est tellement supérieure sur le plan technologique, et si elle offre ce niveau de sécurité digne d'un film d'espionnage, capable de faire des calculs cryptographiques à la volée, Oui. pourquoi est-ce que la vieille bande magnétique a survécu si longtemps? Je veux dire, on la voit encore au dos de quasiment toutes nos cartes aujourd'hui, en fait. Ah, ça, c'est une excellente question. Et la réponse réside dans le cauchemar logistique que représente notre infrastructure mondiale. Avoir la carte la plus sécurisée du monde dans sa poche, ça ne sert à rien si le commerçant en face de vous n'a pas la machine capable de dialoguer avec ce fameux micro-ordinateur. Ouais, c'est sûr. Si le terminal ne lit que des bandes, la puce est inutile. Exactement. Et on ne peut pas demander à tous les épiciers, restaurateurs et hôteliers de la planète entière de changer leurs équipements du jour au lendemain. C'est impossible. Le déploiement de la puce a donc nécessité la création de standards internationaux colossaux. D'où la naissance de la fameuse norme EMV dans les années 90, si je comprends bien la chronologie des sources. Tout à fait. EMV, ça veut dire Europay, Mastercard et Visa. L'objectif de ce grand consortium, c'était d'établir un langage universel pour que toutes les puces et tous les terminaux partout dans le monde puissent se comprendre, quel que soit le fabricant de la machine. Un espéranto de la carte bancaire, en gros. C'est ça, mais cette standardisation a pris des décennies à se déployer mondialement. Les États-Unis, par exemple, ont été très lents à adopter la puce par rapport à l'Europe. La bande magnétique a donc survécu simplement comme une solution de repli. Un dénominateur commun rudimentaire, en fait. Voilà, pour assurer qu'un touriste français puisse toujours payer son taxi à l'autre bout du monde pendant cette longue période de transition technologique. Ce qui nous amène de façon très organique au véritable gardien de cette infrastructure. Parce qu'on vient de le dire, le support physique, notre petite carte, c'est que la moitié de l'équation. De l'autre côté, il y a le terminal de lecture, le matériel physique lourd, quoi. Et les textes dissèquent très bien ces deux piliers, que sont le TPE et le fameux distributeur de billets. Commençons par le TPE, le terminal de paiement électronique. C'est l'outil indispensable du front office pour les commerçants. Et son évolution est tout aussi remarquable que celle de la carte, finalement. Mais ça a beaucoup changé aussi. Aujourd'hui, un TPE doit être capable de tout lire. Il doit pouvoir insérer la puce, glisser la piste magnétique pour les anciennes cartes ou les touristes, et bien sûr gérer le paiement sans contact. La fameuse technologie NFC, c'est ça? Exactement, la communication en champ proche. Et ces terminals, son job, c'est pas juste de faire bip et d'imprimer un ticket. Les sources insistent vraiment sur le fait qu'ils chiffrent les données de la transaction selon des normes de sécurité extrêmement strictes, comme la norme PCI DSS. Le TPE agit comme une forteresse. Il doit emballer la transaction de manière ultra sécurisée avant de l'envoyer sur le réseau. C'est tout à fait ça. Il sécurise l'envoi. Parce que, et c'est un point faible souligné dans le cours, ce terminal est totalement dépendant du réseau de télécommunications.
S'il n'y a pas de réseau téléphonique ou de Wi-Fi, le paiement moderne s'effondre d'un coup. Oui, il devient une simple brique de plastique inutile. Sans compter le coût, ces machines, avec leurs normes de sécurité draconiennes qu'on vient d'évoquer, elles représentent un investissement non négligeable pour les petits artisans. Ah bah oui, il faut l'acheter ou le louer. Le DAB ou GAB, le distributeur automatique de billets, c'est littéralement l'incarnation d'une banque autonome ouverte 24 heures sur 24. L'endroit où l'on va retirer du cash, en somme. Ce qui est fascinant ici, c'est la dichotomie créée par notre transformation numérique actuelle. C'est-à-dire, D'un côté, le TPE chez le commerçant nous pousse de manière super agressive vers une société sans argent liquide, vers le tout numérique. Et de l'autre côté, le distributeur automatique, lui, maintient un lien physique et matériel très fort avec le cash. c'est vrai que c'est paradoxal. Et les auteurs des textes insistent vraiment là-dessus. Ce lien matériel reste un pilier absolu pour l'inclusion financière. Pensez aux zones rurales ou aux régions mal desservies par les infrastructures numériques. Le distributeur en métal au coin de la rue, c'est souvent le seul point d'accès à l'économie réelle pour beaucoup de gens. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que là, je vais me faire l'avocat du diable une seconde. Allez-y, je vous en prie. Quand on observe l'explosion fulgurante du paiement mobile aujourd'hui, l'arrivée de solutions comme Apple Pay ou Google Pay, et même l'apparition récente de TPE virtuelles, vous savez, ces applications qui transforment n'importe quel simple smartphone de vendeur en terminal d'encaissement sans aucun matériel supplémentaire. Oui, le tap to pay. Voilà, c'est ça. Du coup, est-ce que ces gros distributeurs automatiques blindés, plantés dans les murs de nos villes, ce ne sont pas tout simplement des dinosaures technologiques en attente de leur extinction ? Alors, c'est une observation très juste sur les tendances actuelles, mais l'extinction n'est pas du tout imminente, et le coût l'explique très bien pourquoi. Ah bon ? L'argent liquide, ce fameux cash, il possède des propriétés intrinsèques uniques que le numérique ne parvient pas encore à répliquer. Lesquels, par exemple ? Premièrement, il est universellement accepté. Deuxièmement, il ne nécessite absolument aucune connexion Internet ou électricité au moment de l'échange. C'est vrai que la panne de courant, ça pardonne pas avec le numérique. Exactement. Et troisièmement, il n'est pas traçable par une autorité centrale. Ça offre une confidentialité totale. De plus, les GAB modernes ne sont plus des simples cracheurs de billets, ils évoluent pour survivre. C'est vrai qu'ils font plein d'autres choses maintenant. Oui, ils permettent de déposer des chèques, d'effectuer des virements complexes, d'imprimer des RIB. En fait, ils se métamorphosent en véritables mini-agences bancaires sans aucun personnel humain. D'accord, donc l'espèce évolue plutôt que de disparaître, c'est fascinant. Mais admettons qu'on revienne à notre achat quotidien classique. On pose notre carte sur un TPE ultra moderne, le terminal dialogue avec la puce, on l'a vu tout à l'heure. Oui. Mais que se passe-t-il exactement dans les coulisses, à la seconde précise où ça fait bip? Comment cette information voyage-t-elle? C'est le moment de plonger dans l'architecture invisible de ce réseau, et c'est peut-être la partie la plus vertigineuse de l'exploration. Ah ça c'est certain. Le syllabus du docteur Junot Serge identifie de manière très claire les 4 piliers fondamentaux nécessaires pour qu'une transaction électronique sécurisée aboutisse. C'est une véritable chorégraphie millimétrée. Ok, quels sont ces 4 piliers? Le premier pilier, on le connaît bien maintenant. C'est le système mobile autonome, c'est-à-dire notre fameuse carte intelligente. Le deuxième pilier, c'est le terminal de lecture, le TPE ou le GAB. C'est ce qu'on appelle le front office, l'interface directe avec le client. Ouais, jusqu'ici, c'est ce qu'on voit et ce qu'on touche physiquement. Mais ensuite, on entre dans l'invisible, n'est-ce pas? C'est ça. Le troisième pilier, c'est le réseau de transport. C'est l'autoroute de l'information qui achemine la donnée lourdement chiffrée depuis le terminal du commerçant jusqu'à la banque. D'accord. Et enfin, le quatrième pilier, le cœur du recteur, ce sont les centres de données, ou le back-office. C'est là que la magie opère. Ce sont d'immenses serveurs sécurisés qui reçoivent l'information, identifient le client, vérifient en temps réel que le solde est suffisant et surtout qui s'assurent que la carte n'est pas déclarée volée grâce à des algorithmes antifraude. Et une fois que tout ça est fait, ils valident la transaction pour renvoyer l'ordre d'acceptation au TPE. C'est fou quand on y pense. Parfois, on peste parce que la machine met 3 ou 4 secondes à afficher « paiement accepté » au lieu d'une seconde. Mais pendant ces quelques secondes, cette petite donnée chiffrée a voyagé du bout de notre doigt jusqu'à un serveur distant. Un serveur parfois situé dans un tout autre pays d'ailleurs. Tout à fait. Ça a passé des dizaines de barrières de sécurité, consulté notre historique bancaire et fait le chemin inverse.
C'est l'illustration parfaite du concept central de cette discipline, la dématérialisation de la monnaie. Et c'est un point sur lequel les modules académiques insistent lourdement. La philosophie même de l'e-banking, c'est de réduire au strict minimum l'utilisation d'éléments matériels. On remplace les intermédiaires physiques, les vérifications humaines et le déplacement d'objets de valeur par de simples flux de données numériques. Ouais, ça change tout. Et il y a un paradoxe fascinant dans cette évolution. Lequel? Parce qu'on pourrait supposer que rendre l'argent invisible, le transformer en simple ligne de code sur un réseau sans fil, ça le rendrait beaucoup plus vulnérable aux attaques, non? Intuitivement, oui, on se dit ça. Mais le cours démontre l'inverse absolu. Ah bon? En remplaçant la mobilité physique des valeurs par des flux numériques lourdement chiffrés, on a considérablement augmenté le rendement global du système financier mondial. Et en même temps, on a décuplé la sécurité, tant pour l'individu que pour la collectivité. J'ai une image qui me vient en tête pour illustrer ça. Je vous en prie. Autrefois, si une entreprise devait transférer une grosse somme d'argent à une autre, il fallait physiquement déplacer des valises de billets ou des lingots d'or. Cela impliquait des fourgons blindés lourds, des gardes armés, des plannings secrets et bien sûr le risque permanent d'un braquage violent sur la route. Avec des armes à feu et tout le reste, oui. Exactement. La sécurité était purement physique, lourde et très dangereuse. Aujourd'hui, on déplace cette même valeur colossale en envoyant l'équivalent d'un email ultra crypté. Les gilets pare-balles disparaissent pour laisser place à la cybersécurité. C'est une excellente métaphore. La nature même du risque a muté. Le braqueur de banque moderne ne porte plus de cagoule et ne braque pas de caissier. Il cherche des failles dans le troisième pilier, le réseau de transport, où il tente d'infiltrer le quatrième pilier, les fameux centres de données. C'est une guerre d'algorithmes et de hackers, en fait. Totalement, c'est devenu immatériel. Ce qui nous propulse directement vers la dernière frontière de notre analyse. Parce que si cette logique de dématérialisation est poussée à son paroxysme, eh bien la monnaie perd absolument toute sa forme physique. Oui, jusqu'à son essence même. Et c'est ce qui donne naissance aujourd'hui à de toutes nouvelles espèces d'argent. De nouveaux concurrents technologiques qui viennent sérieusement défier l'ordre établi de la monnaie fiduciaire classique, c'est-à-dire les pièces et les billets. Et de la monnaie scripturale, l'argent écrit sur nos comptes bancaires traditionnels. C'est un bouleversement majeur qui est abordé dans la dernière partie du syllabus. Et le docteur Juno Serge est très méticuleux sur un point essentiel ici. Lequel? Que joue actuellement, il est crucial de bien différencier trois concepts qui sont très souvent mélangés et confondus dans les médias ou les discussions de tous les jours. Ouais, on entend de tout. Il s'agit de la monnaie électronique, de la monnaie numérique et de la monnaie virtuelle. Et attention, ce n'est pas du tout la même chose. Alors là, je vous arrête tout de suite, parce que ça mérite vraiment d'être clarifié. Électronique, numérique, virtuel. Pour le commun des mortels, honnêtement, ça sonne comme des synonymes parfaits. C'est vrai que la frontière semble floue. Essayons de démêler ça clairement, sans jargon, pour quiconque nous écoute. Commençons par la première catégorie. La monnaie électronique. Si je lis mes notes tirées des sources, c'est défini comme une forme binaire de la monnaie scripturale. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Concrètement, la monnaie électronique, c'est de l'argent classique, des euros ou des francs CFA par exemple, que l'on a converti et stocké sur un support informatique amovible. Ok, un support physique quand même. Voilà. Ça peut être une carte prépayée spécifique, le portefeuille électronique d'une application ou même la puce d'un téléphone. La grande caractéristique de cette monnaie, c'est qu'on l'achète avec de l'argent traditionnel en débitant son vrai compte en banque. D'accord. Et surtout, son pouvoir de libération de dette est très limité. Elle n'est acceptée que par les commerçants ou les réseaux qui ont signé un accord très spécifique pour ce système précis. Attendez, laissez-moi vérifier si j'ai bien compris le concept. Si j'achète une carte cadeau numérique de 100 € pour un grand magasin, techniquement, c'est de la monnaie électronique. J'ai converti mon vrai cash en un solde digital, mais je ne peux l'utiliser que dans ce magasin ou cette chaîne spécifique. Ce n'est pas de l'argent universel. C'est un très bon exemple. C'est exactement le principe d'un circuit limité. Ensuite, on monte d'un cran en complexité avec la deuxième catégorie, la monnaie numérique. Et là, comment on se détache de la simple monnaie électronique ? La monnaie numérique franchit une étape fondamentale dans son architecture même. Dans ce système, ce n'est pas juste un solde global sur un compte. Chaque unité, chaque pièce numérique possède son propre numéro de série unique, qui est encodé informatiquement. Ah, intéressant. Elle est conçue pour permettre des échanges en temps réel directement sur un réseau de pair à pair. Et voici le détail technique soulevé par les sources qui change absolument tout. Dites-moi. L'architecture de la monnaie numérique offre la possibilité de rendre les transactions totalement anonymes pour les parties prenantes, reproduisant ainsi les propriétés d'échange discret de l'argent liquide, mais sur Internet.
Ah, je vois. Donc la monnaie numérique, c'est littéralement la version digitale d'un vrai billet de banque en papier, qui possède lui aussi son propre numéro de série imprimé dessus. Sauf que là, c'est une ligne de code unique. C'est exactement ça, un billet de banque immatériel. Et enfin, il reste la troisième catégorie, celle qui fait couler le plus d'encre ces dernières années, la monnaie virtuelle. Pourquoi virtuelle d'ailleurs? Virtuelle parce qu'elle n'a aucune contrepartie tangible, ni dans le monde physique, ni dans les coffres d'une banque centrale. Ce n'est pas un fichier que vous possédez physiquement sur une puce dans votre poche. C'est quoi alors? C'est un simple pointeur informatique qui renvoie vers un registre de compte. Historiquement, cela fonctionnait surtout dans des circuits commerciaux fermés via un système de jetons. Le cours de l'UVC donne un exemple très parlant, les unités de communication sur les vieilles cartes téléphoniques prépayées. On achetait des jetons temporels valables uniquement sur ce réseau de télécommunications précis. Ah oui, je m'en souviens très bien. Mais aujourd'hui, cette catégorie englobe des phénomènes bien plus vastes. Le Bitcoin, par exemple, et les autres grandes crypto-monnaies font partie de cette famille des monnaies virtuelles. La seule grande différence, c'est qu'elles opèrent sur des réseaux ouverts et décentralisés, et non plus dans des circuits fermés. Donc, que signifie tout cela pour les consommateurs au final? Si on essaie de résumer visuellement ces trois concepts, parfois un peu abstraits. Allons-y. La monnaie électronique, c'est la carte cadeau ou le portefeuille en ligne qu'on a rechargé avec des vrais euros. La monnaie numérique, c'est le billet de banque informatisé, émis par une autorité, avec son propre numéro de série unique, et potentiellement intraçable. C'est ça. Et la monnaie virtuelle, ça fonctionnerait un peu comme des jetons qu'on achète à l'entrée d'un casino ou d'une salle d'arcade. Ils ont une valeur qui n'existe qu'à l'intérieur de cet écosystème spécifique, que ce soit une plateforme de jeu en ligne ou le grand registre mondial de la blockchain. C'est une synthèse particulièrement efficace. Et si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, à l'échelle macroéconomique, on comprend très vite pourquoi ces sujets passionnent les universitaires comme le docteur Junot Serge. Ouais, l'enjeu est colossal. Ces innovations ne sont pas que de simples prouesses d'ingénierie informatique pour faire joli. Elles redéfinissent philosophiquement la notion même de pouvoir d'achat. Et plus profondément encore, elles remettent en question, pour la première fois dans l'histoire moderne, le monopole absolu des banques centrales sur la création, la distribution et le contrôle de l'argent. C'est totalement vertigineux quand on prend un peu de recul et qu'on repense au point de départ de cette analyse. En explorant ce syllabus, on a traversé plus d'un siècle d'histoire économique et technologique. Un bond de géant! On est parti des toutes petites cartes de fidélité en carton des années 1910, fragiles, locales et manuelles. Ensuite, on a vu l'arrivée des pistes magnétiques, très pratiques mais ultra vulnérables, puis l'invention géniale du micro-ordinateur de poche, qu'est notre fameuse carte à puce. La forteresse de silicium, oui. Et aujourd'hui, nous voilà à manipuler des jetons virtuels sans aucune existence physique qui circulent à la vitesse de la lumière dans des centres de données invisibles répartis sur toute la surface de la planète. La métamorphose est totale. Et le plus fou, c'est qu'elle est presque imperceptible pour l'utilisateur final. L'infrastructure globale a dû atteindre un niveau de sophistication et de standardisation inouï, impliquant des millions d'acteurs, uniquement pour que l'acte d'achat reste une expérience d'une simplicité enfantine. Et c'est là le véritable triomphe, presque invisible, de la monétique. Pour quiconque écoute cette exploration, faites le test. Oui, observez la prochaine fois. La prochaine fois que vous passerez à la boulangerie, que vous poserez machinalement votre carte ou votre smartphone sur le terminal pour payer un simple croissant, prenez juste une seconde pour y penser. Repensez aux milliers de micro-composants intégrés sous la petite surface dorée de la puce en train de résoudre un puzzle cryptographique complexe. Ça donne le vertige. Repensez à cette danse sécuritaire en 4 étapes, avec le front office du commerçant, le réseau de transport aveugle et les puissants serveurs de back-office qui s'interrogent et se répondent de manière parfaitement synchronisée. Et tout ça en l'espace d'une fraction de seconde, juste avant que l'écran LCD n'affiche le rassurant « paiement accepté ». L'acte banal de l'achat ne sera, du moins je l'espère, plus jamais vu de la même manière. C'est une belle conclusion. Mais cela soulève une question importante, une réflexion laissée un peu en suspens par les textes académiques et sur laquelle il est fascinant de s'attarder avant de se quitter. Ah, je suis tout ouïe. On l'a mentionné brièvement tout à l'heure, la monnaie numérique possède l'architecture technique nécessaire pour attribuer un numéro de série unique à chaque transaction, ce qui permet théoriquement de tout tracer. Mais elle permet aussi, paradoxalement, de rendre les échanges potentiellement et totalement anonymes. C'est un peu comme si on construisait un outil capable de faire le meilleur comme le pire, selon les réglages qu'on choisit de lui appliquer, quoi. Exactement. Le débat purement technique devient un débat de société majeur. Si demain,
Comme la tendance semble l'indiquer, l'argent liquide, le bon vieux cash non traçable disparaît totalement de la surface du globe, remplacé par une dématérialisation absolue. Ouais, ça pend au nez de pas mal de pays. Eh bien, quelle voie nos sociétés vont-elles choisir d'emprunter? Est-ce que le déploiement de ces monnaies numériques marquera la fin absolue de la vie privée financière, instaurant une traçabilité parfaite où chaque achat, de la baguette de pain au billet d'avion, est enregistré, analysé et potentiellement surveillé par des États ou des entreprises? Une vraie dystopie de la surveillance. Ou, au contraire, assisterons-nous à l'avènement d'un anonymat numérique indétectable, protégé par une cryptographie si inviolable qu'elle rendrait les flux financiers totalement opaques pour tout le monde? Eh bien, c'est le grand dilemme de la révolution monétique de demain. La technologie offre les deux possibilités, le contrôle total ou la liberté absolue. Mais c'est la société et non les algorithmes qui devra choisir comment les configurer. Une pensée vertigineuse qui continuera de résonner, j'en suis sûr, la prochaine fois que retentira ce petit bip de terminal. Merci à tous d'avoir suivi cette immersion analytique avec nous. Gardez l'esprit critique et continuez à interroger les systèmes invisibles qui façonnent notre monde. À la prochaine.